Bonsoir et bienvenue ici au Cube pour cette 4e Talking Head de l'année. On est très honorés et très contents d'accueillir ce soir Zep pour une conversation autour de son travail en marge de Titeuf et qui est en fait très riche. On va pouvoir le découvrir et le discuter ce soir. C'est vraiment un grand plaisir aussi, c'est une occasion peut-être d'aborder toute la complexité de son travail. Pour cela, on sera épaulé par Benjamin Stroum, qui est professeur en communication visuelle, option image-récit ici à La Haye, et Dominique Berly, conseiller culturel, qui organise depuis 20 ans, je crois, les prix Rodolphe Töpffer. Donc merci Zep, merci Benjamin et Dominique, et excellente soirée à vous tous. Merci Julie, bienvenue, et merci à toutes et à tous que vous êtes déplacés pour cette rencontre. Donc merci à Zep bien évidemment, et à Benjamin pour les lumières qu'il va nous apporter, et puis aussi également, et c'est pas le moins important, à Frédéric Trane pour la technique. On va essayer de ne pas le décevoir en se mélangeant les pinceaux dans les planches que Zep nous a très gentiment envoyées. Alors, Zep sans Titeuf, cette conversation, il fallait définir un petit peu le pourquoi du comment. L'idée, c'était pas de faire ce débat tentant sur le créateur et sa créature. C'est-à-dire, est-ce que la créature phagocyte le créateur, ou au contraire, est-ce que c'est le créateur qui s'abrite derrière la créature? On aurait pu passer quelques heures à cela. Non, c'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait plus simplement montrer la part conséquente du travail de Zep au-delà ou à côté ou parallèlement à Titeuf. Donc c'était, Benjamin avait lors d'une séance préparatoire, avait même émis l'idée qu'on allait mettre une crousille sur une table devant, et puis chaque fois qu'on disait le mot Titeuf, on mettait une pièce de monnaie, et là je pense qu'on aurait fait un apéritif. On peut déjà en mettre 3. Oui, on peut déjà mettre 3 pièces, d'accord. Donc on a abandonné l'idée, qui était peut-être un peu dispendieuse. Voilà un petit peu l'idée de la conversation. Donc moi je vais plutôt parler avec Zep un peu des débuts de son travail, et puis ensuite Benjamin va plutôt parler de ce qui se passe depuis quelques années et de différents styles. C'est ça? On va parler d'autofiction et de roman graphique. C'est parfait. Donc à 12 ans, quelqu'un connu plutôt sous le nom de Philippe Chapuis à l'époque réalise lui-même un fanzine, le fanzine de son cycle d'orientation qui s'appelait Zep. En fait, tout était déjà un peu là. C'était le choix du médium, la volonté du dessin, et puis même le nom qui préfigurait tout le reste. C'était un pur hasard. En fait, le nom était venu à cause du groupe Led Zeppelin, parce que c'était un fanzine qui parlait surtout de musique et qui contenait pas mal de bandes dessinées qui parlaient de nous profs. C'était quelque chose de très très potache, ça s'est resté. Et voilà, j'ai gardé le nom du fanzine parce que je me suis retrouvé assez vite seul à le faire. Et donc les gens m'appelaient Zep parce que j'étais le mec qui faisait Zep. Et puis ça a eu son petit succès, c'était déjà le début. Alors il faut savoir qu'il y avait un seul exemplaire, c'est-à-dire que c'était une grande feuille pliée et qui circulait dans le cycle, et les gens mettaient des annotations dessus. Donc il y avait par exemple des référendums sur votre personnage préféré, et donc les élèves cochaient, mettaient des votes, donc c'était un peu une forme interactive de journal. Malheureusement, comme il y avait un seul exemplaire qui circulait, il a fini par circuler aussi à la direction, et c'était un numéro spécial, c'était un spécial con, et la couverture c'était une caricature du directeur de l'école. Et évidemment, voilà, ma carrière dans la presse s'est arrêtée ce jour-là. Ouais, elle a continué plus tard. À 15 ans, tu écumes les rédactions de la Suisse, de la Tribune, de GHI, d'Illustré, d'Hebdo, et finalement c'est la femme d'aujourd'hui qui te prend et tu démarres avec Victor. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais vraiment envie d'être... Enfin, pour moi, la bande dessinée, c'était un truc de presse, c'était quelque chose qui devait être publié dans un journal. Ça me semblait en plus être un bon tremplin. C'était trop compliqué pour moi d'aller à Bruxelles ou à Paris pour présenter mes dessins. Donc, je faisais toutes les rédactions ici à Genève et à Lausanne. Et puis, je pense que les rédacteurs en chef avaient un peu pitié de moi parce que j'étais un gamin, donc ils me recevaient, ils regardaient mes dessins. La plupart du temps, ils me renvoyaient chez moi. Et puis... souvent, ça se joue à peu de choses, et je crois que
ce jour-là, il y avait une séance de rédaction à la fin d'aujourd'hui, qui devait être, je sais pas, ma 30 ou 40e visite de rédaction. Et ils avaient dit, c'est dommage, parce qu'en dernière page, ils avaient une fiche tricose qui était extrêmement vieillot, quoi. Et ils disaient, il faudrait qu'on renouvelle, il faudrait qu'on mette autre chose. Oui, mais quoi? Et quelqu'un a dit, oh, on peut mettre une bande dessinée. La séance s'arrête là, et le rendez-vous suivant, j'étais là et on dit, bonjour, je fais de la bande dessinée. Je crois que le gars avait même pas tellement regardé, il m'a dit, ok, on vous prend une page par semaine. Et j'étais étudiant aux Arts Déco, et donc je devais fournir une page semaine couleur pour le journal. Et ça m'a forcé à tenir un rythme, parce que très souvent à cet âge-là, on fait un projet, on fait 3 pages, on abandonne, on lance un autre projet, on commence des grands projets de fresques en 400 pages dont on fait les 5 premières. Et là, j'étais obligé pendant 68 semaines de livrer ma page, et c'était une assez bonne école. Et c'était ton premier héros? J'en avais eu d'autres, non, j'en avais eu d'autres quand j'étais enfant, mais c'est mon premier héros publié, Victor. Que tu as emmené ensuite à Spirou. Voilà, alors, fort de ces publications, j'avais été voir le magazine de Spirou, parce qu'il me semblait que si j'arrivais justement avec ce qu'on appelle un dossier de jeune, je peux vous le dire, jeune, c'est que vous avez des petits morceaux de plein de choses, mais aucun projet qui est sur la durée. Et donc les éditeurs ou les rédacteurs en chef de magazine à Paris recevaient et disaient, ah, encore un dossier de jeune, parce qu'on avait des petits morceaux de choses comme ça. Et un dessinateur m'avait dit, je crois que c'était Seppi qui m'avait dit ça, il me dit, il faut que tu aies au moins 30 ou 40 pages du même projet, ce qui me semblait être le bout du monde. Et donc j'avais profité de ces 60 pages de Victor pour aller à Bruxelles présenter ça. Et il m'avait engagé pour le journal, mais évidemment pas pour reprendre ces pages-là, je devais refaire des nouvelles pages. Et en ayant cette promesse d'être publié chez Spirou, j'avais trouvé un éditeur ici en Suisse, qui était Rolf Kesselring, qui a publié mon premier album de Titeuf, qui avait d'ailleurs m'avait signé un contrat pour de Victor. De Victor, non, pas lui. De Victor. Ah si, je dois mettre 3 balles. Ouais. Donc je suis arrivé avec ce projet chez Kesselring en lui disant je vais publier une page par semaine chez Spirou, ce qui était faux parce que plus personne publiait une page par semaine, à part les grandes séries cultes. Mais ça a suffi à le motiver à signer cet album. Donc j'ai fait un premier album et Kesselring, qui était un éditeur qui était un escroc notoire, hein, qui avait des dettes partout et qui avait des poursuites de tous les côtés. Je me rappelle avoir sorti mon premier album chez lui, tout le monde m'avait dit attention, attention, c'est un voleur. Alors effectivement, il m'a jamais payé un centime, mais il m'a rien volé, il m'a publié, j'étais très content. Et j'ai fait ma première émission de télévision quand cet album est sorti. Et question récurrente des journalistes, c'est combien vous gagnez quand vous faites de la bande dessinée? Et j'ai dit, je gagne rien du tout, parce que par exemple, cet album, mon éditeur ne m'a pas payé un centime. Et je rentre chez moi et Kesselring m'appelle et il m'insulte. Il me dit, mais tu peux pas dire des choses pareilles, c'est inadmissible. Tu te rends compte de tout ce que tu me dois. Tu dois pas dire ça. Le seul truc que tu dois dire aux journalistes, c'est l'album est épuisé. Je dis, mais il est sorti il y a 2 jours. Il me dit, on s'en fout, il vérifie jamais, il dit toujours que c'est épuisé. Le premier tirage. Voilà, le conseil de Kesselring. Et il a fait faillite 1 mois après. Plusieurs fois. Mais il a fait une faillite définitive 1 mois après, ce qui fait que j'ai pas eu de deuxième album chez lui et que l'album a eu 1 mois et demi d'existence. Et après, tout a été saisi et voilà, ça s'est arrêté là. En 1984, un événement très important à Genève, même si ça n'a pas duré longtemps, je crois à peu près 2 ans, c'est la création par les éditions genevoises Atoz de la revue Sauf qui peut. Là, tu vas côtoyer Buch, bien sûr, mais aussi Elguy Reman, Tirabosco, Vazen, tous très jeunes, mais également Diguerre, Chapat et puis Herman. Tu peux nous évoquer un petit peu cette période genevoise courte mais faste? Oui, c'était une période de pleine utopie, c'est-à-dire qu'on avait un éditeur de bande dessinée à Genève qui était motivé, qui avait envie de sortir plein de titres, qui avait malheureusement une inexpérience complètement idem à son enthousiasme. Il avait envie de faire plein de choses, mais il ne connaissait pas le monde de la presse, et il était persuadé qu'il allait révolutionner le monde de la presse. Donc ça a duré assez peu de temps, parce qu'il a carbonisé tout ce qu'il avait comme argent sur un peu moins de 2 ans, mais il a lancé une revue, il a publié quand même, je pense, une dizaine de titres, dont les premiers titres de Baladi,
Moi, je me souviens plus tous ceux qui ont sorti un bouquin chez lui, je crois chez Kalonji aussi, je crois, a sorti son premier album. Oui, ils étaient tous là. Et c'était vachement bien parce qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on pouvait arriver avec un projet et dire voilà, j'aimerais tel format, tel papier, il n'y avait pas de collection, il n'y avait pas de directeur de collection, c'était un peu l'auberge espagnole. C'était l'association avant l'association? Non, parce que l'association, Menu, il a toujours été quand même, je pense, avec une ligne assez stricte, tandis que là, il n'y avait pas vraiment de ligne, même la revue. En fait, ce qui était un peu étrange, c'est que pour être publié dans la revue, il fallait être suisse. C'était un peu maigre comme référence. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un journal comme ça, quoi. Et alors c'était bien, on était contents parce que ça nous permettait de publier, mais il n'y avait pas une tenue très. Il n'y avait pas de vision ni graphique ni narrative sur cette revue. C'était un peu tout et n'importe quoi. Ce qu'on avait, on pouvait le mettre dedans. C'était un fanzine de luxe en fait. C'est un fanzine distribué en kiosque sur du papier glacé. C'est affreux en plus, sur le papier glacé, d'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus beau sur un truc plus cheap. Mais ça avait en plus un côté luxe parce qu'on travaillait avec un imprimeur qui était un imprimeur genevois très cher, qui faisait une impression de qualité. Donc tout ça a été très vite en fait. On a fait beaucoup de numéros, quelques albums, et puis ça a été bouclé. Et Titeuf, désolé pour la cousine, a débuté dans ce fanzine, dans ce magazine sauf qu'il peut, comme beaucoup de projets de dessinateurs genevois. Et puis il y a quelques pages qui sont passées dans ce magazine, qui ont été vues par un éditeur parisien qui m'a contacté. Et voilà comment ça a commencé, que je suis sorti du réseau, de ce réseau genevois en fait. J'avais fait après un album avec le groupe Suisse sans armée, j'avais fait un album avec Athos. Donc j'avais fait des bouquins ici, mais j'avais envie d'aller ailleurs, quoi. J'avais envie d'être publié avec une possibilité que mes livres soient aussi distribués en dehors de la Suisse romande. Là, on va parler un petit peu de Léon Coquillard. Donc, pour les jeunes générations ici, il faut dire qu'à un moment, un groupement qui s'appelait le Groupement pour une Suisse sans armée, il a failli éradiquer l'armée de notre territoire. C'est pas joué à grand chose, à peu près à 2/3 de voix. Je crois qu'il y a eu plus de 40% de oui pour une Suisse sans armée. Oui, c'était quand même conséquent. Et donc, une des égéries de cette campagne, c'était Léon Coquillard. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le côté presque un peu militant. Enfin, je veux dire, c'était. Parce qu'ensuite, dans la poursuite de ta carrière, on voit quand même que tu t'es énormément investi dans des causes, souvent humanitaires, ou liées aux réfugiés, ou liées au partage simplement avec le quart-monde, ce genre de choses. En fait, finalement, il y a un côté militant assez bienveillant, enfin quelque chose où tu t'investis facilement dans ce type de cause. Le dessin est assez pratique pour communiquer des choses comme ça. En plus, l'humour souvent fait du bien pour ces causes qui ont un côté un peu, des fois un peu premier degré qui peut être un peu pesant. Donc ça fait du bien d'y insuffler un peu d'humour, je trouve. Et moi j'ai commencé, en fait, au début de ma carrière, comme j'avais peu de travail et que j'avais très envie de travailler, je allais proposer mes services un peu partout dans les maisons de quartier. Et les maisons de quartier m'ont engagé, notamment à la Jonction, où j'étais un peu dessinateur à tout faire. Je faisais des flyers, je faisais des affiches, et j'allais animer les débats aussi. Je faisais barrigue derrière sur un paperboard, et il y avait des groupes qui venaient s'affronter sur des sujets de société, et moi je devais dessiner avec une espèce de mandat qui était essayer de faire rire les gens avant qu'ils se tapent dessus. Et c'était vachement intéressant en fait comme truc. On n'arrivait pas toujours, mais c'était intéressant de voir ce pouvoir du dessin, en fait, ce pouvoir de faire rire les gens avec une image qui est en train de se faire. Et puis aussi, moi, ça m'a appris la citoyenneté, parce que je connaissais rien, j'avais aucune connaissance politique, et de me retrouver dans cette maison de quartier qui était très engagée à l'époque, dans les années 80, début 90. Ça m'a appris plein de choses. En fait. J'ai rencontré plein de groupes qui venaient défendre des causes, qui se battaient pour des choses en lesquelles ils croyaient. Aussi beaucoup de gens qui travaillaient dans des organismes sociaux, Caritas, Trajet, travaillaient avec des handicapés, des personnes psychiatrisées. Et donc je me suis retrouvé à dessiner beaucoup pour ces associations qui étaient contentes d'avoir des dessins et de ne pas avoir besoin de payer parce qu'ils n'avaient pas de sous.
Et j'ai appris plein de trucs comme ça. Et je pense que ça m'a forgé une espèce de conscience citoyenne que j'ai gardée après. Et au départ, je me disais, je vais garder ça comme une espèce de dîme, c'est-à-dire que chaque année, je vais avoir 10% de mon temps consacré à faire des choses comme ça. Après, je ne l'ai pas gardé comme tel, mais j'ai conservé toujours une partie de mon travail qui est du bénévolat pour des associations, parce que je trouve bien, et je trouve que ça nous garde les pieds dedans. En parlant d'engagement dans le monde, vous avez tenu une chronique dans le monde, le journal Le Monde, qui s'appelait What a Wonderful Life. What a Wonderful World. What a Wonderful World. La première erreur, ce sera la première d'une série, dans lequel vous traitez de très nombreux sujets, des sujets de société, avec une petite prédilection entre autres pour le téléphone portable, d'autres sujets que vous avez l'habitude de traiter comme le sexe, etc. Et puis aussi quelque chose qui est de l'ordre du commentaire politique. Et je voulais savoir quel était pour vous l'intérêt du format de la chronique par rapport à un engagement direct avec le lecteur à travers un blog. Et est-ce que pour vous c'était une façon de passer droit au but sans passer par la mayonnaise de la fiction? Il y avait quand même pas mal de fiction dedans, mais ce qui était génial avec le blog, pour moi ça renouait avec la presse, mais en plus avec un format libre. C'est-à-dire que la presse, il fallait quand même toujours tenir son format d'une page ou d'une demi-page, tandis que là, sur un blog, si j'avais envie de faire 10 pages, je faisais 10 pages, si je faisais une image, c'était une image. Donc j'adaptais en fonction de ce que j'avais à raconter sur le sujet d'actu, et j'essayais de faire une histoire par semaine, une ou deux histoires par semaine, donc c'était un rythme assez soutenu. Et c'est un bon... Enfin, le fait de changer de format, c'est toujours un excellent laboratoire. Ça permet d'essayer des choses qu'on ne ferait pas en album, même graphiquement, parce qu'il fallait aller vite, mais il fallait quand même que c'est un peu de couleur. Je crois que juste photographier mes pages de carnet en noir et blanc, c'était un peu raide. Donc j'ai testé aussi toutes sortes de choses autour de la micro qui se prêtaient bien, je trouve, à ce format-là. Et puis ce côté complètement immédiat, c'est-à-dire que j'étais hébergé par le site du Monde, mais en même temps je passais pas par la rédaction du Monde. C'est-à-dire que je publiais en direct mes pages et la rédaction me laissait une liberté totale. Donc certaines pages, si j'avais dû les proposer à une rédaction, ils les auraient probablement pas prises, mais une fois qu'elles étaient publiées, le journal, en gros, n'avait pas de responsabilité par rapport à ça. Donc c'était vachement intéressant de voir aussi comment les gens réagissent, qu'est-ce qui va toucher, qu'est-ce qui va tomber à plat aussi parfois. Et puis on a une manière, moi je trouve très intéressant je me sens pas du tout un dessinateur de presse dans l'âme, mais ça m'intéresse de raconter des histoires par rapport à l'actualité, en réaction à l'actualité. Et j'avoue que je ne suis pas très client du dessin de presse à la française, qui est vraiment une tradition particulière où c'est un exutoire, c'est-à-dire qu'on tape toujours sur les mêmes, et généralement on sait que si on fait un dessin, on met le président dans une situation ridicule, les gens vont adorer. Mais ça fait 200 ans qu'ils font ça et que ça ne change rien, que la situation ne bouge pas à cause de ça, parce qu'on met juste les gens dos à dos, c'est-à-dire que systématiquement on va taper sur les curés, sur le FN, sur les ayatollahs, et puis les gens qui sont partisans de ces causes-là vont trouver juste que les dessinateurs sont des sales cons, et les dessinateurs vont recevoir des lettres d'insultes en disant on a bien raison de penser ça parce que ces gens sont agressifs. Au final, rien ne bouge. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, au fond, on est tous le con de quelqu'un et c'est intéressant de se mettre soi-même en situation souvent ridicule. Mais ça, c'est un truc qui est très compliqué à faire dans le dessin de presse en France. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de drôle, par exemple là sur la situation des Gilets jaunes, si on tourne en dérision le peuple qui défile, c'est très compliqué, quoi. Très dur de faire un truc drôle avec ça sans se faire vraiment houspiller, quoi. Les gens détestent. Par contre, on peut faire 10 000 dessins sur Macron, et ça les gens aiment bien, mais rien ne bouge, quoi. Je trouve qu'il y a cette idée
d'immobilisme du dessin de presse qui, moi, me désespère un peu. Et je trouvais que cette formule qui était pas du dessin de presse, mais de la bande dessinée où on raconte une histoire, une petite fiction autour d'un thème d'actu, parfois d'actu très très nombriliste, mais ça permettait de sortir pour moi de cet écueil où ce dessin de presse qui raconte toujours la même chose. En 2015, on publiait cette bande dessinée avec Titoff sur la crise des migrants. Et j'aimerais savoir, donc c'est une bande dessinée qui est tout à fait surprenante, parce que vous faites quelque chose que Franquin avait un tout petit peu fait avec une planche pour Amnesty International où Gaston était torturé de manière atroce. Et puis en même temps, il y a cette chose étrange qui fait que vous mettez à mal, vous violentez le personnage pour lequel vous êtes célèbre. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez choisi justement votre personnage fétiche pour traiter de ce sujet. Alors, la situation, il faut se remettre à l'époque, il n'y avait pas une heure sans qu'il y ait un flash info sur la crise des migrants. Donc on était complètement envahi d'informations sur les migrants, mais qui était de l'information sur le nombre de gens qui traversent, le nombre des gens qui arrivent à la frontière, les problèmes de frontières qu'on ferme, les pays qui voulaient mettre des barbelés, mettre plus de vigiles, etc. Enfin, on assistait à un truc vraiment atroce humainement, en regardant ça à la télé comme si on regardait un film, parce qu'en plus tout était filmé, on avait en temps réel des images de gens qui fuient avec leurs gamins, leurs affaires, et qui se font refouler ou qui arrivent devant des barbelés avec des gens qui les empêchent d'entrer. C'était atroce, et il y avait des commentaires politiques à n'en plus finir, enfin il y avait tous les éditoriaux parlaient de la crise des migrants, et là les gens du Monde disent ce serait bien que les blogueurs, on va faire une journée spéciale migrants, ce serait bien que vous fassiez quelque chose là-dessus. Et là, j'ai dit, mais quoi? Parce que tout a été dit, redit, c'est atroce, c'est normal, c'est affreux, c'est terrible, on perd toute humanité. Enfin, on l'a dit et rien ne change. Enfin, moi, je ne suis pas un commentateur politique, donc... et puis, j'étais en pleine tournée pour un album de Titoff, donc je faisais escale un jour chez moi à Genève, et je devais faire cette page. Je me suis dit, je pense que les gens seraient touchés s'ils voyaient une histoire, parce que ces gens ne sont pas là, ils ne viennent pas faire du tourisme chez nous, ils sont là pour des raisons de survie. On serait plus touchés de le voir avec un personnage de fiction que de raconter ce qu'on voit tous les jours à la télé, où pour venir on s'est barricadé et on ne se laisse plus du tout atteindre par l'émotionnel. Et je me suis dit, ce serait vachement bien de le faire avec un personnage que tout le monde connaît, il faudrait le faire avec Astérix. Et je dis ça à ma femme qui me dit, mais t'es con, pourquoi tu le fais pas avec Titoff? Et je lui dis, bah oui, c'est vrai. Donc j'ai fait cette page, et je l'ai faite en une traite sans crayonner, quoi, comme ça en dessin automatique. Et c'était une période où je relisais les albums d'Akira, donc j'adorais dessiner des immeubles en ruine et des trucs un peu dévastés comme ça. Et j'ai fait toute cette histoire en étant pris moi-même de dessiner assez vite, donc en étant dans mon histoire. Et j'ai terminé, j'étais tremblant, enfin parce que je venais de mourir avec mon personnage, quoi. Et j'ai scanné ça, je l'ai publié, je suis parti, j'ai pris mon train et j'allais à Lyon, et je sors de mon train à Lyon, je rallume mon téléphone et j'avais je ne sais pas combien de messages de gens qui avaient vu cette page qui a fait qui a fait un tour du monde, quoi, qui a été partagé, publié, vu des millions de fois. Et c'était étonnant de voir que les gens étaient touchés par ça, qui était exactement ce qu'ils voyaient tous les jours à la télévision, sauf qu'au lieu que ce soit des vrais gens, c'était Titoff. Et c'était un personnage de fiction. Parce que ça a même touché dans des pays où les gens ne connaissent pas Titoff. Enfin, la page, elle a été publiée en Albanie, elle a été publiée au Costa Rica, c'était publié dans des endroits où Titoff, c'est quasi inexistant. Il y a peut-être une traduction, mais bon. Et c'était assez marrant de voir aussi la manière dont ça s'est organisé. C'est-à-dire que les gens écrivaient sur mon blog et ils disaient, voilà, on aimerait publier la page dans tel pays. Est-ce qu'il y a une traduction? Évidemment, moi j'arrivais toutes les 10 heures, je venais voir ce qu'il y avait, donc ils avaient déjà eu la réponse de gens qui disaient oui, elle est en ligne, elle est ici, et donc on pouvait télécharger la page dans une multitude de langues. Et j'ai trouvé
ça m'a touché de voir de nouveau ce pouvoir du dessin et de la fiction qui fait comme on va s'investir dans une histoire dessinée alors qu'on a une résistance énorme par rapport à des images d'actualité. Ce qui est peut-être surprenant dans cette bande dessinée de Titeuf, alors déjà effectivement c'est le fait qu'il soit en gamme, c'est aussi le fait qu'il n'y a aucun trait d'humour et que comme on a l'habitude de rire avec Titeuf, on est désengagé dans une espèce de réflexe qu'on dit ici à Titeuf, donc ça doit être comique. Et je voulais savoir par rapport à cette approche, mais aussi par rapport à la chronique, à votre travail de chroniqueur, justement, vous en parliez, une liberté de format et vous n'avez pas, on a l'impression que vous n'avez pas systématiquement le besoin de faire un gag final. Non, justement, ça c'est le côté laboratoire. C'était aussi tout à coup d'essayer des choses qui étaient pas forcément marrantes. Parce que cette pirouette de rigoler à la fin, j'ai hésité sur cette histoire d'ailleurs à le faire. Parce que j'avais le souvenir de cette page de Franquin que j'avais vue enfant et qui m'avait vraiment traumatisé quand j'étais gamin, de voir Gaston torturé. Et je me disais, est-ce que j'ai envie de faire ça? Mais il y a un moment où cette pirouette qui fait qu'on rigole, parfois dans l'actu, elle est à contre-emploi parce qu'elle va désamorcer le truc. Alors on a réussi à prendre les gens avec nous sur un sujet, dire c'est un sujet où il faut qu'on se rassemble, puis tac, on fait un gag et hop, tout le monde peut repartir le cœur léger. Et parfois c'est bien justement de ne pas le faire, mais c'est quelque chose que j'avais jamais fait en album et je me suis permis de le faire là sur ce... Pour finir, c'est un blog, on peut faire un peu ce qu'on veut, donc c'est l'occasion d'essayer. Je vous propose qu'on parle un tout petit peu d'autofiction. Dans What a Wonderful World, vous mettez beaucoup en scène, dans de nombreuses planches. Alors corrigez-moi si c'est faux, j'ai l'impression qu'une des premières publications véritablement importantes que vous mettez en scène, c'est Découpé en tranches en 2006, qui est des séries de petites histoires autobiographiques, de petites réflexions autobiographiques. Et je me demandais si la création du personnage Zep avait un rapport avec le fait que 2 ans plus tôt, en 2004, vous avez reçu le Grand Prix d'Angoulême. C'est-à-dire que vous êtes un personnage de l'histoire de la bande dessinée de manière tout à fait officielle à partir de là. Et s'il y avait une relation finalement entre cette consécration et le fait qu'au bout d'un moment, vous devenez vous-même un personnage et que vous commencez à vous dessiner. Il faudra un divan pour répondre à cette question, mais... Vous pouvez vous on vous met un coussin. Mais sans doute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu ce Grand Prix, c'était très inattendu. Et je me suis dit, je vais pas continuer toute ma vie à faire... Titeuf et des albums de gags, il faut aussi que je fasse d'autres choses. Mais je ne savais pas vraiment quoi. Parce que j'avais plein de choses dans mes carnets, des choses comme ça, des choses réalistes, des bribes de scénarios pour d'autres gens. Enfin, et je me dis, il faut que je fasse quelque chose de plus... Enfin, je vais pas refaire un album de gags tout de suite. Et c'est assez mauvais de commencer à se dire qu'est-ce que je suis Grand Prix, il faut que je fasse quelque chose d'important. Enfin, parce que, donc, du coup, j'ai rien fait pendant 2-3 mois, c'était la déprime totale. J'ai rempli des carnets de dessin et j'ai pas réussi à dessiner une page. Et puis, je suis retombé sur un carnet d'histoires comme celle-ci que j'avais noté quelques années avant 2000 encore. Et je trouvais ça pas mal, et à l'époque je m'étais dit non, bon, c'est pas drôle, c'est pas vraiment, c'est pas toujours, il n'y a pas que du gag, est-ce que j'ai le droit de faire un truc qui n'est pas rigolo? Et j'ai dessiné, en fait j'ai mis au net un peu ce carnet, et puis j'ai développé, j'ai fait d'autres histoires, et je suis parti sur un truc complètement autobiographique, enfin, autofictionnel, et ça c'est resté en fait, j'ai dessiné ce personnage qui est une sorte de, qui ressemble un peu à Titeuf quand même. Et ça m'a bien amusé. Graphiquement, il me plaisait bien, il me permettait de raconter des choses que je ne pouvais pas faire dans mon univers de dessinateur de gags. Et je l'ai gardé. Je continue à faire des carnets tout le temps avec ce personnage qui est moi et qui n'est pas moi, mais qui me permet de réagir à d'autres choses et qui a été la porte ouverte pour ce blog du Monde.
Je voulais savoir en fait, enfin vous venez d'en parler, mais qu'est-ce que ça vous a permis justement d'aborder l'autofiction que ne permet pas justement la planche de gag, par exemple? Enfin, et quel est l'intérêt finalement de ce... Est-ce que vous vous débarrassez d'une certaine manière de l'intermédiaire du personnage fictionnel pour dire un certain... Non, parce que quand on fait de l'autofiction, on a aussi un personnage fictionnel. C'est juste qu'il a le même nom que nous, et physiquement il nous ressemble. Mais c'est vrai, c'est vrai à 90% en fait ce qu'on raconte, mais c'est les 10% de différence qui font tout, qui font que ça devient des histoires et que c'est pas juste son journal. En plus, c'était une période où il y avait vraiment des wagons de publication de journaux intimes en bande dessinée. Et c'est devenu un courant de bande dessinée, le journal intime. Pour le meilleur et pour le pire, mais en fait l'abondance fait qu'à un moment ça devient pire, je trouve. Et c'est pas parce qu'on raconte un truc intime qu'on raconte une histoire. Et après, tout le monde n'a pas envie de raconter une histoire, les gens ont un besoin de raconter un truc intime. Mais pour moi, si je dessine quelque chose, il faut que ce soit une histoire, il faut qu'elle bascule dans quelque chose qui est pas universel, mais qui est un truc de partage. C'est-à-dire qu'une autre personne peut se projeter dans la même histoire. Si c'est que moi, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de le publier. Je le garde pour moi. Je le dessine pour moi dans mon carnet. Mais à partir du moment où je le publie, c'est parce que quelqu'un peut s'identifier aussi à cette histoire. Et ça doit dépasser l'anecdote qui m'est arrivée. Est-ce que ça vous demande beaucoup d'essais pour trouver le ton juste justement entre la réalité, votre réalité, et le moment où ça devient une fiction intéressante, ou c'est quelque chose avec le métier que vous faites de manière assez directe? Ou est-ce que des fois vous êtes en train justement de chercher la bonne tonalité pour trouver l'entrée? Je peux pas dire, c'est pas toujours la même chose. Des fois, il y a certaines histoires que je vais refaire 20 fois pour finir de ne pas les mettre. Voilà. J'ai besoin d'aller au bout pour voir si j'arrive à en faire quelque chose, et d'autres qui tombent tout de suite. Voilà. C'était pour moi aussi la porte pour faire pas mal d'histoires qui parlent de sexe, mais pour les grands. Ce que je ne pouvais pas faire dans Titeuf, ce que je n'avais pas fait dans mes autres albums. Donc il y avait du sexuel, pédagogique. Voilà, c'était plus un ouvrage pédagogique. Mais de faire des trucs marrants sur le sexe, je trouve que c'est un sujet qui est génial, qui est commun. Enfin, on arrive tous à se connecter à ce sujet-là. Et puis qui est, pour finir, pas si utilisé que ça. Donc, pour moi, c'était une manière de commencer à dessiner des histoires aussi, en m'utilisant moi comme personnage, ce qui peut être paradoxal parce que les gens me disaient « Ah, mais c'est un peu gênant de dessiner des trucs sexuels. » Mais c'est moins gênant de les dessiner en fait quand on se dessine soi à poil, je trouve. Pour finir, c'était presque plus facile de le faire comme ça. Donc avant de faire Happy Sex, je me suis dessiné moi d'abord dans des situations sexuelles. C'était plus facile pour après aborder ce sujet-là. Justement, si on pouvait parler un peu d'autodérision. Avant cet album en 2006, ça fait des années que vous faites d'une certaine manière de la comédie, enfin, vous travaillez sur le comique. L'autoreprésentation, on passe presque du côté du genre du stand-up comique, c'est-à-dire le fait de se mettre soi-même en scène. Est-ce que c'est important pour un humoriste à un moment de dire « je », même si le personnage Z reste un personnage, mais d'une certaine manière, l'adresse et la réception n'est pas exactement la même. C'est important justement de se foutre un peu de sa propre gueule. C'est toujours beaucoup plus drôle. Hein, les stand-uppers, ils vous feront marrer s'ils racontent un truc qui leur est arrivé, même si c'est pas très drôle, ils arrivent à vous faire rire en racontant un truc qui leur est arrivé. S'ils disent c'est arrivé à mon cousin, c'est déjà beaucoup moins marrant parce qu'on le connaît pas, on le voit pas. Donc, et puis c'est aussi une des clés de Titeuf. Pour moi, l'autodérision, c'est quelque chose que c'est une valeur essentielle pour survivre dans ce monde. Il faut être capable d'autodérision, sinon on souffre terriblement. Et puis, c'est une valeur essentielle qu'on apprend majoritairement dans la bande dessinée. Moi, l'autodérision, je l'ai apprise avec Gottlieb, je ne l'ai pas apprise avec Victor Hugo. Et la littérature, elle a beaucoup de mal avec l'autodérision. Donc, c'est un bastion de la bande dessinée. Et je trouve que c'est bien
quand on me demande s'il y a quelque chose d'éducatif dans Titeuf, pour moi, il n'y a rien, il n'y a pas de volonté éducative, à part dans certains ouvrages spécifiques comme le guide, mais la seule chose que j'espère enseigner dans Titeuf, c'est l'autodérision. Si vous êtes d'accord, on va passer à un autre pan de votre travail. Voilà, ça c'est un autre... Avant ça, on peut quand même admirer, vous avez un nombre incalculable d'histoires sur votre calvitie. Mais voilà, ça c'était toujours dans l'histoire de l'autodérision. Passons. On va passer à un autre aspect de votre travail, qui sont les romans graphiques. Terme un peu pompeux inventé dans les années 80 pour donner de l'importance à la bande dessinée. Mais de fait, c'est un véritable tournant de votre carrière. En 2013, vous publiez Une histoire d'homme, qui raconte les retrouvailles tous amers d'un groupe d'amis, anciennement groupe de rock, et chacun a un peu suivi un destin particulier, l'un d'eux étant devenu une célébrité de l'histoire de la musique. En 2016, Un bruit étrange et beau, l'histoire d'un moine qui est contraint de sortir de sa solitude et de s'engager dans le monde suite à un héritage. Et puis, beaucoup plus récemment, The End, du nom d'une célèbre chanson de Jim Morrison, qui est votre expérimentation avec le roman d'anticipation, ici avec une forte tendance écologique, où les arbres prennent sur eux pardon ? Communiquer. Oui, de communiquer, voire d'attaquer vaguement l'humanité. Je voulais vous demander, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire des bandes dessinées qui sont réalistes, beaucoup plus réalistes dans le style, avec tout d'un coup quelque chose, des sujets extrêmement dramatiques, sans une once d'humour. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui avait germé en vous pendant longtemps, si vous pouviez un peu nous parler de ce passage à l'acte. Alors, c'est venu, en fait, j'ai toujours développé une partie de mon dessin dans un registre plus réaliste, en faisant du dessin d'après nature, donc en dessinant des gens, en dessinant la nature, les villes quand je suis en voyage. Et j'aime bien ce dessin-là, ce dessin d'observation. Après, je le réinterprète pour en faire ce dessin caricatural, mais qui garde de plus en plus des choses réalistes, surtout dans mes décors ou dans les arbres. Effectivement, j'aime bien être collé assez près, j'ai un côté un peu obsessionnel dans mon dessin où si je dois dessiner, par exemple, si je devais dessiner ce plateau, je viendrais faire un croquis de ce truc avec tous les jacks, même si ça apparaît au fond, j'ai besoin de le dessiner parce que j'ai pas un dessin... c'est malheureux d'ailleurs, par moment j'aimerais, hein, j'ai pas un dessin, par exemple Hugo Pratt, il évoque les choses, une espèce d'élégance comme ça, il fait un trait de pinceau, puis il dit c'est Venise. Et puis les gens disent putain c'est Venise. Et moi je suis obligé de dessiner tous les toits, les tuiles, les cheminées, les machins, puis je dis c'est Venise, on dit mais il manque une tuile. Voilà, c'est comme ça. Après, moi j'ai ce trait-là, c'est comme la voix qu'on a, on peut pas changer, c'est notre voix, il faut composer avec. Et moi j'ai un trait comme ça où je peux pas survoler les trucs, mais ça va avec mon caractère, ça doit être un peu, ça doit être précis, je dois tout savoir, où les trucs tournent et tout, donc je me suis mis à remplir des carnets, des carnets de croquis et de notes, de gens aussi, comme ça, que je dessine dans la rue, ou à la sauvette, dans les cafés, dans les trains. Et puis, c'est quelque chose que j'avais en tête, mais je ne me voyais pas faire une bande dessinée réaliste, pas à cause du dessin, mais à cause du propos. Parce que je suis un dessinateur de comédie, et je me disais, je suis un dessinateur de comédie, je ne peux pas me mettre à faire une histoire sérieuse. Même si j'adore la bande dessinée, un de mes auteurs préférés, c'est Cosset, qui n'a pas fait beaucoup de comédie dans sa vie, mais j'adore, et je dis, j'adorerais raconter ce genre d'histoire, mais je ne peux pas le faire, parce que c'est pas... Parce que
voilà, je ne suis pas parti dans cette direction. Et puis avec le temps, je me suis dit, c'est un peu con de dire ça, parce qu'au fond, je ne vais pas toute ma vie faire des gags, alors que j'ai de plus en plus dans mes carnets des notes d'histoire pour des histoires qui sont plutôt des dramatiques. Et donc je me suis lancé avec une histoire d'homme en pensant que ce serait facile pour le dessin et que ce serait plus difficile pour moi de passer à ce genre d'écriture. Et ça a été tout le contraire en fait. Sur l'écriture, mon premier storyboard, il était identique à l'album terminé. Par contre, j'ai redessiné 3 fois l'album pour avoir un dessin réaliste qui tienne un petit peu la route, déjà en termes de cohérence, mais aussi même en termes de jeu, parce qu'un truc essentiel dans la bande dessinée, c'est la manière dont vous faites jouer vos personnages. Et par exemple, il y a des très bons dessinateurs qui sont de très mauvais metteurs en scène. Là, ils font des dessins sublimes, mais ils font du BD illisible, chiant à lire, parce que les personnages jouent tous faux. Et parce qu'ils ont très envie de dessiner un personnage qui est dans une pose comme ça, alors qu'il devrait être comme ça. Voilà. Et moi, pour avoir fait 25 ans de bande dessinée humoristique, quand j'ai fait ça, la première version d'une histoire d'homme, les personnages ils gesticulaient, ils parlaient avec les mains. Enfin, c'est comme si j'essayais de faire un film dramatique, un film danois, et puis que c'était Louis de Funès qui jouait dedans. Et j'étais tout le temps, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je gommais, je recommençais, et donc j'ai redessiné 3 fois mon album pour arriver à la version un peu comme ça, avec une certaine austérité dans le jeu des personnages, mais qui, je pense, était celle qui commençait à jouer quoi, avec mon histoire. Est-ce que vous avez eu l'impression, évidemment vous n'avez pas recommencé depuis le début, mais est-ce que justement, parce que j'imagine qu'à cette époque-là, les planches de Titeuf, c'est pas du tout gage de qualité, mais je veux dire, je pense que vous les faites avec une facilité quand même extraordinaire. Est-ce que, c'est ce qu'on imagine, est-ce que justement vous avez dû réouvrir des albums de bande dessinée? Est-ce que vous avez dû réapprendre, comme quand vous avez appris plus jeune, pour essayer de voir comment est-ce que cet auteur fait ci, comment est-ce que cet auteur fait ça, ou pas vraiment? J'ai dû réapprendre à dessiner, mais j'ai appris à dessiner, par exemple là, cette scène. Il y a toute une séquence assez longue qui se passe dans un manoir anglais. J'ai trouvé ce manoir anglais qui est un hôtel. J'ai pris une semaine là-bas et pendant une semaine, je suis allé dessiner l'hôtel sous toutes les coutures pour avoir ma documentation. J'ai trouvé les personnages qui ressemblaient aux personnages que je voulais dessiner. Je leur ai demandé de poser pour moi. Là, pour The End, je suis allé dans chaque arbre. Je l'ai dessiné, c'est un vrai arbre que j'ai dessiné d'après nature. Après, j'ai un peu recomposé, mais voilà, j'ai mes carnets où je note ces choses qu'après je remets dans mes albums. Mais j'ai pas un dessin. J'ai pas un dessin très. Je suis pas un dessinateur de fiction. J'ai besoin d'aller dessiner les lieux, les vrais lieux. J'invente pas de l'architecture, j'invente pas des arbres, j'invente pas des gens. J'invente une histoire, mais après j'ai besoin de la composer avec des images tirées du réel. Donc c'est assez fastidieux comme travail, mais j'adore ça. Donc c'est pas du tout une souffrance. Je pourrais passer des heures à faire ça, à dessiner une poubelle, un haut-parleur. Il y a des choses que j'aime plus dessiner que d'autres, donc je suis pas maso. Je vais situer ma deuxième histoire, elle se situe dans un monastère chartreux parce que j'aime bien dessiner tout ce qui est de l'ancienne architecture, ce qui est un peu pété. J'aime bien dessiner les arbres. J'aime peu dessiner les grands ensembles modernes, donc je vais pas me faire du mal et puis faire une histoire qui se passe à Hong Kong. Mais voilà, j'essaye de trouver des choses. Voilà, ça c'est une femme qui a joué le personnage, donc je l'ai dessiné. Le moine aussi, c'est un ami qui avait une tête qui correspondait, donc je lui ai demandé de poser pour moi. Et de manière très concrète, pour les 90 pages, par exemple, que fait une histoire d'homme, je ne sais plus si c'est The End, enfin, qui est The End, chaque case correspond à une pause? Presque. Presque. Un travail de bénédictin. C'est un travail de bénédictin, ouais. Mais en même temps, c'est génial parce que sur Histoire d'homme, j'ai pas fait ça. Je suis parti comme ça en disant je vais le faire juste avec mes acquisitions de dessin. Et c'est pour ça que je l'ai redessiné 3 fois, parce que j'étais pas du tout content. Alors que là, sur des petites choses de jeu subtiles, par exemple la pose, la manière dont elle pose ses mains
après avoir lu son livre, j'aurais du mal à inventer cette pause. Et je trouve qu'elle est très juste et elle donne à la scène ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai noté des fois juste la manière dont on se gratte l'oreille ou on pose ses mains quand on doit dire quelque chose. Et toutes ces petites choses-là font que le récit, il est proche de ce que j'avais envie de faire. J'étais curieux de savoir si vous passiez par un scénario écrit, ou bien est-ce que vous écriviez directement sur la page, ou un aller-retour entre différentes choses. Je crois c'est du storyboard en fait. D'abord, je prends des notes écrites, mais qui sont assez rudimentaires, et après, je dessine dans des carnets le storyboard de mon histoire. Je la découpe. Et je fais des petites, j'ai des carnets comme ça de recherche, je note un peu, le personnage va faire ci, va faire ça. Et après, je fais un storyboard qui est souvent très précis, qui a parfois même des niveaux de gris, des buts de couleur, pour donner vraiment l'intention. J'arrive pas à me rendre compte si mon histoire elle est bien, si je dessine des bons œufs de patates. Donc il faut que j'ai mes vrais personnages avant de faire mon storyboard. Et puis vraiment le cadrage le plus précis possible. Voilà, ça c'est mon storyboard. Et puis une fois que ce storyboard est fait, ça bouge relativement peu. Après c'est que du dessin. Donc vous passez vraiment à la réalisation, c'est-à-dire que dans ces semaines où vous allez en Suède pour dessiner la nature, etc., dans les séances de pause avec vos acteurs, les choses ne bougent pas beaucoup. Il n'y a pas quelque chose qui, dans l'ambiance du moment, fait que le scénario change, les scènes changent. Non, assez peu. Et je me méfie un peu de ça, toujours, parce que quand on est sur sa planche et qu'on dessine, on a souvent une bonne idée du genre, ce serait vachement mieux comme ça, ce serait vachement mieux graphiquement, mais je me suis rendu compte, 9 fois sur 10, où je l'ai fait, après coup, je redessine ma version initiale, parce que la manière dont on raconte, il n'y a pas 1000 manières de raconter une histoire, la manière dont on la raconte naturellement, elle est juste. Voilà, après on n'a pas besoin de faire des effets qu'on va pouvoir rajouter, ils sont peut-être géniaux graphiquement, mais ils ne seront pas très intéressants, ils ne sont pas au service de l'histoire. Donc généralement, je me fie à ça, je me fie à ce storyboard et je reste vraiment collé à ça. J'aimerais vous poser une question sur le genre fictionnel. C'est devenu un peu une façon de travailler. Il y a différents romanciers qui le font, Don DeLillo, Cormac McCarthy, qui à chaque nouveau roman s'attaque à un nouveau genre. Et je voulais savoir à quel point pour vous le genre est quelque chose qui nourrit votre travail, et à quel point en fait c'est intéressant de travailler avec un modèle, justement quand on s'attaque à des récits au long cours de ce type-là. J'aime bien la notion du genre, mais je pense que je m'inspire plus peut-être du cinéma que de la bande dessinée. Parce que ce serait paralysant pour moi de travailler avec un album de Cosset ou à côté de moi. Et puis, je trouve que là on est dans de l'écriture très très personnelle, c'est-à-dire que la manière que Cosset ou Julliard ou un autre aura de traiter ou d'ardi son récit, de le découper, ça appartient qu'à lui. Si quelqu'un fait la même chose, ça sonnera pas très juste. Donc il faut trouver la bonne manière de faire. Et le cinéma, enfin moi je passe beaucoup de temps à regarder des films et à dessiner pendant que je regarde les films pour choper justement les cadrages, enfin pas les cadrages, parce qu'il y a ce cadre de cinéma qui est fixe, mais les attitudes, la manière dont les personnages viennent, ressortent, repartent, se parlent, qui fait qu'une scène va devenir géniale. Par exemple, une scène de restaurant, dans The End, il y a une scène de restaurant, et j'étais très content, j'avais vachement envie de faire une scène de restaurant, ce qui est pour moi le pire truc à dessiner. Des gens qui mangent autour d'une table, c'est affreux, quoi. C'est tout ce que j'aime pas dessiner, des objets géométriques, un truc qui, les gens bougent pas, ils sont coincés, il faut une logique avec ce qui est dans l'assiette qui disparaît peu à peu. Et même dessiner de la nourriture à part Uderzo, moi j'ai jamais vu de la nourriture en bande dessinée qu'on a envie de manger, quoi. C'est souvent les sangliers. Ouais, les sangliers ou les sabots de girafes confits, ça te fait vachement envie.
Et donc j'ai fait une scène de restaurant, mais qui est beaucoup plus inspirée du cinéma que de la bande dessinée. Pour terminer, j'avais une question sur peut-être le courage en art. Il y a un film de Woody Allen qui s'appelle Stardust Memories, je ne sais pas si vous le connaissez, dans lequel Woody Allen joue le rôle d'un réalisateur de comédie qui tout d'un coup décide de se mettre à des films dramatiques bergmano-felliniens, et puis il n'arrête pas de rencontrer des gens qui lui disent « on adore ce que vous faites, surtout vos vieilles comédies », voilà. Et lui, naturellement, est extrêmement dépité. Et je pense que c'est un classique, souvent en tant que consommateur de... Enfin, le terme consommateur est atroce, mais en tant que fan d'un artiste, on a souvent envie qu'il continue à nous percer avec les mêmes choses. Et je voulais savoir justement cette question du courage en art, et qui consiste finalement à un moment à faire ce qu'on a envie, et que finalement vous avez aussi pris un risque, parce qu'on attend toujours à ce que les gens restent finalement cantonnés à ce pourquoi on les a élus en premier lieu. Ouais, cette notion de risque, je trouve qu'elle est toujours assez... enfin, on ne prend pas un risque, vraiment, c'est pas très dangereux, mais je pense que si j'ai un devoir vis-à-vis de mes lecteurs, est-ce que j'en ai un, je sais pas, si j'en ai un, c'est de ne pas m'emmerder, c'est de ne pas faire quelque chose qui m'ennuie, parce qu'à partir du moment où on s'ennuie, c'est hyper communicatif, le dessin s'en ressent immédiatement. Franquin, pour moi, qui est le dessinateur du plaisir par excellence, les albums où il s'est ennuyé, on le voit immédiatement. L'album est ennuyeux, c'est pesant. Les derniers Gaston, on sent qu'il n'est plus là. Il les fait, il est obligé, mais il n'a plus envie de le faire. Et c'est une souffrance, et c'est une souffrance pour tout le monde, pour ceux qui lisent aussi. On le retrouve dans Idées Noires, par exemple. Mais dans Idées Noires, je pense qu'il s'amuse comme un fou à dessiner. C'est une résilience. Il est en dépression, mais il est sauvé par le dessin. Et c'est quasi le plus beau dessin de sa carrière. Et donc voilà, peut-être le seul risque qu'on aurait, c'est de tomber dans l'ennui, parce qu'il y a quand même un truc très répétitif dans la bande dessinée, hein, qu'on le veuille ou non, c'est même si c'est de la création, il y a des codes qui font qu'on va redessiner des centaines de fois le même personnage, le même lieu, qu'on va lettrer des milliers de mots. Et ça, il faut trouver une manière pour que notre vie, nos projets soient suffisamment nouveaux, neufs chaque fois, pour qu'on s'emmerde pas, pour qu'on communique aussi du plaisir dans le livre qu'on est en train de faire. Donc, moi je trouve que c'est jamais risqué. Après, c'est normal, je m'attends pas à revivre ce que j'ai vécu avec Titeuf, qui a été particulier et exceptionnel en termes de succès, avec d'autres livres. Et il y a des gens qui on me demande tout le temps quand il y aura le prochain Titeuf, même quand je suis invité pour la présentation de ce livre-là, il y a des gens dans la salle qui ont la question, c'est de savoir si le prochain ce sera un Titeuf. Et c'est plutôt cool, je me dis, c'est génial d'avoir des gens qui attendent un truc de moi. J'aime bien ça. Mais ça me perturbe pas, j'ai pas envie de m'arracher les cheveux et voilà, il faut faire avec. Je crois qu'il y a plein de dessinateurs qui sont torturés pour ça. Uderzo, par exemple, toute sa vie, il a dit qu'il aurait aimé refaire du Papa, voilà, qui était une série qu'il adorait, et il l'a abandonné parce qu'Astérix avait tellement de succès qu'il a fait plus qu'Astérix. Et je me rappelle avoir eu cette discussion avec lui, et quand je venais de faire découper en tranches, je lui avais amené découper en tranches. Puis il me dit, ouais, c'est bien, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu as trouvé le truc que les gens veulent maintenant. Tu l'as trouvé avec Titeuf. Et je trouvais étrange de dire ça. Je dis, mais ouais, mais je le fais pas, ça me fait plaisir. Puis il dit là, ah, moi aussi, ça m'aurait fait plaisir de faire mon papa. Je dis, mais pourquoi qui t'en empêche? C'était Uderzo, t'es le maître du monde, tu fais ce que tu veux. Si demain, mais c'est des gens qui ne sont pas autorisés, je pense, ça a une telle loyauté vis-à-vis de leurs lecteurs. Si les gens demandaient un truc, ils faisaient ce truc-là. Au risque de finir par s'ennuyer et de faire des albums qui sont un peu aussi ennuyeux pour les lecteurs. Donc, on a eu ces exemples-là, je pense que c'est important de ne pas les suivre. Alors avant de passer aux questions, et vous aurez bien compris quelles questions il ne faut absolument pas poser d'ailleurs, peut-être que tu peux nous parler de ton actualité, tes projets actuellement.
Alors là, je suis en train de faire un Happy Sex 2, qui est un album de gags pour les adultes. Je viens de terminer un album, un roman graphique, avec Dominique Bertaille au dessin, qui sortira au mois de janvier, qui s'appelle Paris 2119. C'est une fiction, Paris, comment on vivra à Paris dans 100 ans. Et je suis en train de bosser sur un album avec mon camarade Thébault de Captain Biceps, qui sortira aussi cet automne, enfin l'automne prochain. Il y a aussi un projet avec un musée, donc... Voilà, ça c'est Paris 2119, c'est les pages de Bertaille. Et aussi un projet muséal, non? Oui, alors il y a plusieurs projets de musée. Il y a un projet à Paris avec une collection du XVIe siècle et de prendre des gravures du XVIe siècle et de les redessiner, de les retraduire avec mon dessin. On l'a pas? Non. Je suis en train des gravures de Dürer. Donc j'ai repris des gravures de Dürer qui sont vraiment des merveilles de composition qui tiennent sur des formats comme ça et que je redessine en illustration, en couleur avec mon trait. Et je trouve assez marrant d'avoir ce dialogue à 500 ans d'écart parce qu'il y a une science de la composition à cette époque-là qui a disparu, quoi. Ils savent mettre un nombre de choses dans une image. Ils racontent en fait une histoire entière dans une image grande comme une boîte d'allumettes. Une vignette déjà. Ouais. Ok, je rappelle que ces albums que Benjamin a évoqués sont disponibles chez l'édition Rue de Sèvres, pour 3 en tout cas d'entre eux. On va peut-être passer maintenant aux questions, se laisser un petit peu de temps pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Oui, il y a une première question. Comment est-ce que vous décidez d'utiliser ou non la couleur dans vos albums autres que Titeuf? Parce qu'on voit dans Une histoire d'homme ou bien The End que vous faites une planche monochrome et ça change de couleur. Pourquoi pas utiliser complètement de la couleur réaliste finalement, puisque le dessin l'est? Pourquoi changer ces couleurs? Comment ça se passe? Alors, je crois que moi j'ai un problème de coloriste, c'est-à-dire que j'ai tellement fait de mise en couleur pour de la bande dessinée humoristique que si je fais quelque chose de polychrome sur une histoire comme Diane, ce sera trop coloré. J'arrive pas à faire entre deux. Donc j'ai choisi cette formule bichrome qui me permet de rester dans le ton de la bande dessinée. Et puis à chaque séquence, je change de couleur, ce qui m'évite de devoir mettre des récitatifs comme le lendemain, pendant ce temps, etc. Donc voilà, c'est un artifice pour moi, c'est plus ce que ferait la musique au cinéma, quoi. Tout à coup, voilà, on change d'ambiance musicale, on change de lieu. Mais j'ai essayé sur Diane de faire, parce que dans mes carnets, mes carnets de notes sont en couleur, mais c'est un sapin de Noël. C'est pas une bonne idée. Ça ressemble un tout petit peu au film teinté du cinéma muet. Ouais, exactement. Une deuxième question? Est-ce que vous avez pour projet d'adapter d'autres de vos œuvres au cinéma? Alors, moi, non. Le projet doit venir de la part de producteurs de cinéma. Ce qui se passe, c'est que on est contacté par des producteurs qui veulent adapter tel ou tel livre. C'est un processus très long. Là, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les options. C'est-à-dire qu'ils prennent une option sur un livre, et après, ils doivent monter le projet, écrire un scénario de cinéma. Et moi, je ne m'implique pas dans cette étape-là, parce que c'est pas un travail qui m'intéresse tellement. J'écris des choses directement pour le cinéma ou pour la télévision, mais mes albums de bande dessinée sont des albums de bande dessinée. Mais j'ai des options sur, par exemple, Histoire d'homme, Nouveau étranger beau et Diane, il y a des options au cinéma. Après, j'ai des options sur d'autres livres. 9 fois sur 10, ça s'arrête au stade de l'option. Enfin, on va parfois jusqu'au plan de tournage, et puis voilà, c'est pas... je trouve que c'est un travail qui est très très long et pas forcément, qui moi m'intéresse pas particulièrement. Donc je me lance pas dans ces adaptations. Peut-être là-bas au fond, oui. Ensuite ici. Bonsoir.
Salut Philippe. On parlait à la fin de différentes collaborations et des prochains projets. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'importance pour un auteur comme toi, aujourd'hui, d'être en dialogue avec quelqu'un d'autre qui ferait des dessins ou autre chose, alors que tu as toutes les armes en main. Quelle est l'importance de ces projets collaboratifs aujourd'hui? Par exemple, sur Paris, qui est là, quand j'ai écrit l'histoire, pour moi c'était une évidence que j'allais pas la dessiner. Mais je savais pas forcément qui allait le faire, donc je l'ai proposé un peu autour de moi, des dessinateurs que je connais. Et puis c'est Dominique Bertaille qui a dit oui. Et c'est particulier de travailler avec un dessinateur parce que moi je suis plutôt solitaire et donc en plus je fais un travail de storyboard très précis, donc les dessinateurs n'aiment pas toujours parce qu'ils trouvent que c'est trop contraignant. Et il faut accepter que le dessinateur prend aussi la liberté, change des trucs, change des personnages, modifie des dialogues. Enfin, il y a des dessinateurs qui scrupuleusement suivent le storyboard à la lettre. Dominique, par exemple, lui, il a changé une foule de choses. Et donc, c'est parce qu'il en a besoin pour s'approprier l'histoire. Ce que je comprends tout à fait. Et à l'arrivée, je suis content, mais je pourrais, heureusement que je ne fais pas que ça. Parce que pour moi, c'est un peu... émotionnellement, c'est difficile. Enfin, il y a pas mal de jours où j'ai envie de l'assassiner parce qu'il a changé des choses qui pour moi étaient essentielles et puis je trouve que ça va pas, quoi. Donc il faut réécrire un bout d'histoire parce qu'il transforme en personnage qui était important pour la fin. Voilà, il y a des dessinateurs qui fonctionnent vraiment comme des dessinateurs, c'est-à-dire qu'ils sont collés sur leur page et ils la dessinent et ils oublient l'histoire. Il y a des dessinateurs qui sont complètement impliqués dans l'histoire quand ils la dessinent et eux, généralement, ils respectent le truc à la virgule près. Pour moi, c'est chaque fois une expérience nouvelle, donc c'est intéressant aussi pour ça. Bonsoir. Bonsoir. Que pouvez-vous donner comme conseil pour la jeunesse qui veut percer dans la bande dessinée? Des conseils pour les jeunes dessinateurs. Alors, ça dépend quel âge ils ont, mais s'ils ont votre âge, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supports qui n'existaient pas avant, comme les blogs, qui permettent vraiment de présenter son travail et déjà de le présenter à un public, même restreint, mais ça fait que le travail existe. Nous, à l'époque, on faisait des fanzines parce que c'était la manière de faire, c'était les blogs de l'époque. Mais les fanzines restaient toujours dans un milieu assez restreint. Donc, un blog, si tout à coup il a une audience, il est vu par des gens, et vous pourriez être surprise, qui vont, des éditeurs, des gens de la presse. Et donc, ça permet de trouver des nouvelles choses. Puis en plus, c'est bien je pense que c'est bien de s'astreindre aussi à un certain rythme. Je pense qu'il vaut mieux pas commencer une saga en 400 pages. Il vaut mieux faire des projets assez courts, mais dire que peut-être, je sais pas, chaque semaine on fait 2 pages sur un thème, comme ça nous permet d'évoluer. Parce que quand on est sur un très long projet, par exemple quelqu'un qui part sur un projet de 100 pages, il va dessiner ses personnages, son dessin va énormément évoluer pendant la réalisation de cette histoire. Et ce qu'il aura mis en place graphiquement au début, ça va être un boulet à traîner, parce que son dessin va tellement évoluer, mais il va se contraindre à garder les erreurs de son dessin du début pour que son ouvrage soit cohérent. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des projets très courts pour avoir un maximum de liberté d'évolution. Et puis après, il va utiliser tous les moyens aujourd'hui pour présenter le travail. On n'en manque pas, quoi. Internet, Instagram, enfin il y a plein de plateformes pour montrer son dessin. Ma question, c'était comment vous avez su que vous allez faire la bande dessinée plus tard, que c'était votre métier? Je l'ai su très très jeune, donc je ne me suis pas beaucoup posé de questions. J'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'étais tout petit. Et je le faisais machinalement en recopiant des bandes dessinées que j'aimais. Enfin, moi j'avais l'impression que je recopiais des bandes dessinées que j'aimais, mais je dessinais des choses très enfantines. Je doutais de rien. En fait, quand on est petit, on doute de rien. Donc je recopiais des pages de Blueberry à 5 ans. Ça ressemblait à des bonhommes patates sur des chevaux. Et je pense que j'ai bénéficié de cette naïveté, c'est-à-dire que
on se rend pas compte quand on est enfant, puis on connaît pas non plus tout ce qui a été fait dans la bande dessinée. Plus on grandit, plus on réalise qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses formidables, et qu'on n'a pas forcément grand-chose à apporter de plus. Je pense que si je devais aujourd'hui démarcher des éditeurs, ce serait plus dur, j'aurais plus de peine, j'aurais plus d'humilité, donc ça me gênerait un peu de le faire. Quand j'avais 15 ans, je m'en foutais, j'y allais et j'étais persuadé que j'allais à l'usure trouver quelqu'un qui me publierait. Coup bluff. Sur un malentendu. Encore une question? Oui, peut-être une dernière question. Je voulais juste savoir combien de temps, par exemple pour le The End, ça te prend au moment où tu commences ton album et au moment où il est publié. Alors toute la phase d'écriture sur ce genre de projet est assez longue. La mise au net, la mise au propre du storyboard, elle va prendre, sur The End, elle a pris 6 à 8 mois. Et puis après, quand c'est prêt, il faut le dessiner, parce que il faut y aller, quoi. Et pour The End, c'était particulier parce que j'ai terminé mon storyboard, et par un hasard de calendrier, je devais commencer un Titeuf à ce moment-là. Donc je suis parti pour 11 mois sur un Titeuf, et j'ai dû attendre 11 mois pour commencer The End. Donc quand je l'ai commencé, c'était en plus une libération absolue, parce que je pouvais enfin m'atteler à ce projet que j'avais en tête depuis 2 ans. Et après, le dessin sur un album réaliste, c'est 5-6 mois à peu près. Ça va assez vite, ça va plus vite que pour Titeuf, étonnamment. Le dessin est plus lâché, alors que Titeuf, même si effectivement il y a une facilité à le faire, la mise en scène, elle me prend un temps fou, en fait. Après la dernière question, la question ultime. Voilà, peut-être l'ultime question ici. Grosse responsabilité. Énorme responsabilité. On se quitte sur votre question. Pas de pression. Hein. C'est pas une bonne en plus. C'est une question qui est moins technique, plus sur votre parcours. Moi, j'ai grandi avec le Cho magazine, et le mot est fort parce que je pense que j'ai découvert vos bandes dessinées avant de savoir lire, donc c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Et en fait, j'ai jamais vraiment su quel était votre rôle là-dedans. Je veux dire, quand j'avais 7 ans, pour moi, le magazine Cho, c'était ça. Mais j'ai jamais vraiment su ce qu'il y avait là derrière. Qu'est-ce que vous aviez fait pour ce projet et est-ce que ça partait de votre initiative? Alors oui, ça partait de mon initiative. En fait, moi j'ai grandi en lisant Spirou, Pilote, Tintin, et je rêvais d'être dans un journal. Je rêvais en fait faire partie d'une équipe comme ça. Et quand j'ai commencé chez Glénat, c'était pas un éditeur de bande dessinée humoristique, donc je faisais partie d'une équipe qui n'était pas, dans laquelle je me sentais assez peu d'affinité. Et pratiquement tout de suite, je pense au 2e album, j'ai commencé à proposer des projets de magazine à Glénat, qui évidemment ne voulaient pas du tout faire du magazine. Et j'ai trouvé après cette formule de la feuille pliée en 16, là, qui était la première formule de Cho, qui était un fanzine anglais en fait, qui faisait ça. Je dis on pourrait faire ça avec la bande dessinée ici. Et c'est arrivé, je pense, au Titeuf, non je me souviens plus, 8 je crois. Le premier Cho était encarté dans le Titeuf. Donc j'ai fait le premier projet, la première maquette, j'allais voir tous mes copains dessinateurs et puis tous ceux que je rencontrais en festival, en leur disant on lance un magazine, est-ce que vous en êtes? Et je me rappelle que mon implication surtout, c'était de trouver des filles qui voulaient faire de la bande dessinée. Aujourd'hui, ça semble débile de dire ça, mais dans début des années 90, il y en avait pas beaucoup. Mais il y en avait beaucoup qui dessinaient. Je savais parce que j'avais fait les arts déco dans des classes où il y avait presque que des filles. Et je me disais, mais où elles sont toutes ces filles qui faisaient de la bande dessinée avec moi aux arts déco? Et on n'en a pas trouvé pour le numéro 1, pour le numéro 2, mais après on a eu Lisa Mandel. Enfin bref, on a eu plein de filles, Mathilde Demecq, qui sont arrivées et qui ont commencé dans le show, et c'était vachement bien. Donc j'étais aussi rédacteur en chef, mais c'était très rudimentaire des premiers numéros, c'est-à-dire que c'est moi qui téléphonais aux copains pour leur dire il manque, il y a un trou comme ça à remplir, il faut que tu fasses un dessin en hauteur, en largeur.
On était une toute petite équipe, il y avait Tom dedans d'ailleurs qui est là, qui a dû participer au premier numéro. C'était c'est du bricolage, hein. La maquette n'était même pas sur Photoshop, donc c'était une feuille de papier, on faisait des diagrammes à la règle, puis on disait t'as un format de temps à temps, il fallait vraiment respecter l'espace. Et puis après, petit à petit, au numéro 4 ou 5, j'ai transmis le poste à un autre dessinateur, et puis on s'est toujours passé, pendant pratiquement toute l'histoire de Cho, le rédacteur en chef a toujours été un des dessinateurs qui, en plus, était celui qui appelait les autres et qui gérait le numéro. Après, c'est devenu plus pro. Voilà. Eh bien, merci. J'aimerais rappeler quand même que pratiquement toutes les bandes dessinées qu'on a vues à l'écran sont disponibles chez les libraires, donc vous pouvez les trouver, ça vaut la peine les voir, à part peut-être le Cassaderie c'est signé au marché aux puces, peut-être. Peut-être, et encore, je pense qu'il a pas mal de valeur. Ouais. Voilà, sans doute. En tout cas, merci à Zeb Philippe Chapuis pour avoir prêté à ce jeu des questions. Merci à Benjamin Stroun pour sa science, merci à vous pour avoir été là et écouté, merci à la Hedge pour avoir organisé ce Talking Head. Et j'aimerais quand même vous indiquer, prenez quelques minutes avant de partir, qu'on la laisse ouvert encore un moment pour aller visiter l'exposition Jean-Christophe Menu, Grand Prix de Fer 2018. Elle est vraiment, c'est une très très belle exposition, petite, mais avec énormément d'idées et d'applications. Ça vaut la peine de pénétrer dans le monde de Jean-Christophe Menu. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.